Dès sa naissance, Hercule fit preuve d'une vigueur physique impressionnante, faisant honneur à son nom, Alcide, dont l'étymologie évoque l'idée de force. Il ne tarda guère non plus à subir la haine qu'Héra éprouvait à l'égard de cet enfant, fruit de l'union entre son infidèle époux, Zeus, et la mortelle Alcmène. Hercule est un héros hors du commun. Ses exploits, ses crimes, ses amours, ses accès de colère et de folie, ses haines et ses peines, tout en lui excède la mesure, celle des hommes aussi bien que celle des autres enfants nés d'une divinité et d'un mortel. En témoigne parfaitement le mythe qui lui est consacré, ou plutôt les mythes, car les récits qui le concernent sont on ne peut plus abondants, protéiformes, voire divergents et contradictoires. Ainsi, malgré les efforts de synthèse de certains auteurs, comme dans la bibliothèque d'Apollodore, IIe siècle avant Jésus-Christ, nous n'avons pas affaire à un cycle cohérent et bien structuré, mais à un véritable capharnaüm rassemblant des histoires et des traditions fort diverses. L'origine même du héros est obscure. Depuis Homère et Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ, Hercule est considéré comme le fils de Zeus et d'Alcmène, épouse d'Amphitryon. Toutefois, une autre version nous est offerte par une tradition très ancienne que le géographe Pausanias, 2e siècle après Jésus-Christ, évoque dans sa description de la Grèce. Sur le mont Ida, en Crète, vivaient les Dactyles, divinités tutélaires qui possédaient la forme d'un phallus ou d'un doigt, d'où leur nom, et qui excellaient dans l'art de la magie et dans le travail des métaux. Quand Zeus était enfant, sa mère, Rhea, le cacha dans cette montagne pour éviter qu'il ne se fasse dévorer par son géniteur, Cronos, et chargea les Dactyles de veiller sur lui. L'aîné de cette fratrie s'appelait Héraclès, nom grec d'Hercule. S'il ne se distinguait ni par sa force, ni par sa nature imprévisible, ni encore par sa vigueur sexuelle, toute caractéristique du fils d'Alcmène, on lui attribue en revanche l'invention des Jeux olympiques. Enjoint Héraclès, provoqua ses frères à la course, et celui d'entre eux qui fut le vainqueur reçut la couronne d'olivier sauvage, écrit Pausanias. C'est là que la tradition ancienne rejoint la version la plus connue du mythe. En effet, dans la 10e ode des Olympiques, le poète Pindare, 518-438 avant Jésus-Christ, affirme qu'Hercule fonda ces jeux après avoir tué Augias, dont il avait nettoyé les écuries pour accomplir le 5e de ses 12 travaux sur l'ordre du roi Eurysthée de Mycène. Quand et comment ce Dactyle est-il devenu le héros le plus populaire de la mythologie gréco-romaine? C'est ce que l'on ignore. Alcide le Fort. La force est la principale qualité d'Hercule. Comme l'indique le nom qu'Amphitryon et Alcmène lui donnèrent à sa naissance, Alcide, comme le nom de son grand-père paternel putatif, Alcée, provient du grec alké, qui signifie force. Ce n'est que plus tard qu'Apollon, à travers la Pythie du sanctuaire de Delphes, l'appela Héraclès. Un nom paradoxal, puisqu'il signifie gloire d'Héra. De Cléos, gloire, ce qui si peu à un héros qui, parmi tous les fils nés de l'union de Zeus et d'une mortelle, fut le plus haï par Héra. La déesse ne cessa en effet de le persécuter, soit en lui imposant les pires épreuves, soit en lui faisant perdre la raison pour l'inciter à commettre les crimes les plus épouvantables, dont le meurtre de ses propres enfants. Ce sont néanmoins les 12 travaux imposés par Héra, qui firent finalement de lui un héros et qui, par répercussion, contribuèrent à la renommée de celle qui les avait inspirés. En outre, c'est Héra elle-même qui fut à l'origine de son immortalité, ce qui favorisa sa divination et son ascension à l'Olympe après sa mort. En effet, elle transmit au héros son caractère d'immortel par le lait qu'il but de son sein après sa naissance. Comme l'explique l'astronome Ératosthène, 276-194 avant Jésus-Christ, dans les Catastérismes, il était impossible au fils de Zeus d'avoir part aux honneurs du ciel s'il n'avait pas tété le sein d'Héra. Le même auteur rapporte que c'est Hermès qui, profitant du sommeil de la déesse, posa le petit Hercule sur sa poitrine. Cependant, ce n'est pas la seule version qui existe de ces épisodes. D'après l'historien Diodore de Sicile, 1er siècle avant Jésus-Christ, Alcmène, redoutant la jalousie de l'épouse de Zeus,
abandonna son bébé dans un champ où se promenaient par hasard Héra et Athéna. Poussée par cette dernière, Héra prit le bébé et lui donna le sein. Dans ces deux versions, le dénouement est le même. Le garçon tète si goulûment que la déesse, qui ignore qui il est, le repousse brusquement. De son sein endolori s'échappent alors des gouttes de lait formant un chemin d'étoiles, la Voie lactée. Ainsi, Hercule réalisa ses premiers exploits quand il s'appelait encore Alcide. Le plus impressionnant d'entre eux, compte tenu de son âge, est celui d'avoir étranglé les serpents qu'Héra avait envoyés dans son berceau alors qu'il avait seulement 10 mois, selon la bibliothèque d'Apollodore, ou juste après sa naissance, selon Pindare. Le mythographe fait allusion à une autre version, donnée par le philosophe Phérécide, 6e siècle avant Jésus-Christ, selon laquelle c'est Amphitryon qui mit les serpents dans le berceau parce qu'il voulait savoir lequel des enfants était de lui. En voyant Iphiclès s'enfuir et Héraclès faire face, il comprit qu'Iphiclès était son fils. Cet épisode est un thème récurrent dans les représentations artistiques du héros. Sur un stamnos, un vase muni d'anses à figure rouge provenant de la cité étrusque de Vulci en Italie et datant d'environ 480 avant Jésus-Christ, on peut voir l'enfant tenant un reptile dans chaque main. On retrouve ce sujet sur une fresque de la maison des Vétii, à Pompée, à ceci près que le petit Hercule n'est pas dans son lit, mais debout, essayant de dompter les serpents sous le regard ahuri de ses parents. Dans une statue de marbre romaine du IIe siècle après Jésus-Christ, la violence de la scène disparaît. Assis, le fils de Zeus regarde avec curiosité, presque avec sympathie, l'animal qu'il a dans les mains. Les maniéristes et les baroques, eux, récupèrent le dramatisme de cette période. Ainsi, dans Hercule enfant étouffant les serpents, peinture à l'huile d'Annibal Carracci, 1560-1609, le fond noir, les contorsions du corps du garçon et la gueule du reptile prêt à mordre accentuent la tension. À la fin du XVIIIe siècle, l'anglais Joshua Reynolds, 1723-1792, représenta cette scène avec une théâtralité toute baroque. Il accumule les personnages et, par l'effet de la lumière, l'enfant attire tous les regards. La mort du lion du Cithéron est un autre haut fait accompli par le jeune Hercule. Si cette créature n'est pas comparable au redoutable lion de Némée, le premier des 12 travaux, cette histoire illustre déjà la mission qui sera celle du héros, éliminer les monstres qui troublent l'ordre voulu par Zeus. La beauté d'Alcmène. Les 12 travaux d'Hercule, ainsi que sa mort et son apothéose, sont les épisodes du mythe qui ont le plus souvent éveillé l'imagination des écrivains. Néanmoins, certains se sont aussi intéressés à sa naissance et à sa jeunesse. On retiendra notamment un poème attribué à Hésiode, le bouclier, où Hercule apparaît comme le modèle du héros juste et bienfaisant que Zeus a envoyé sur Terre pour éradiquer les monstres et les fléaux, mettant en péril l'équilibre du monde. Dans la première partie, l'auteur décrit la façon dont Zeus posséda Alcmède, qui était son rival entre toutes les mortelles qui jamais devinrent mères par l'étreinte d'un mortel, et d'ajouter, de son front, de ses yeux d'azur sombre émanaient des effluves pareils à ce qu'exhale Aphrodite scintillante d'or. Et, malgré tout cela, elle honorait son époux en son cœur comme jamais encore nulle femme née femme n'honora le sien. C'est elle qui fut élue par Zeus afin de créer un défenseur contre le danger pour les dieux autant que pour les hommes. Sous la plume de Lucien de Samosate, 125-181 après Jésus-Christ, écrivain syrien d'expression grecque, cet épisode prend la tournure d'une parodie. Ainsi, dans l'un des dialogues des dieux, Hermès demande à Hélios, le soleil, de prendre du repos pendant 3 jours, afin de prolonger la nuit que Zeus s'apprête à passer avec Alcmène. « Eh quoi, n'a-t-il pas assez d'une nuit » demande le soleil étonné. À quoi Hermès répond « Non pas, car de ce commerce doit naître un dieu grand, illustre par de nombreux travaux, et l'achever en une seule nuit, c'est chose impossible. » Hélios accepte non sans avoir signalé que tout cela n'arrivait pas du temps de Cronos, le père de Zeus. Les circonstances dans lesquelles Hercule fut conçu peuvent prêter à l'humour. Plaute, vers 250-184 avant Jésus-Christ, auteur comique latin, a exploité cette veine dans Amphitryon, la seule de ses œuvres qui s'inspire d'un sujet mythologique.
Cette comédie pleine de quiproquos met en scène Jupiter, Zeus et Mercure, Hermès, lesquels adoptent les traits d'Amphitryon et de son valet Sosie. Face à leur double, Amphitryon et son domestique doutent de leur propre identité, sous le regard déconcerté d'Alcmène, présentée comme une noble et digne matrone romaine. Curieusement, à l'acte 2, Amphitryon jure par le héros alors que ce dernier ne naîtra qu'à l'acte 5. Qu'est-ce à dire? Comment? Par Hercule, coquin, je t'arracherai ta coquine de langue, lance-t-il à son valet, quand ce dernier lui raconte que son double l'a empêché d'entrer chez son maître. Depuis, dans plusieurs langues latines, le nom de sosie désigne une personne ressemblant trait pour trait à une autre, comme l'atteste le mot français sosie, l'espagnol socias ou encore l'italien socia. Ce n'est pas le seul personnage de cette histoire à avoir donné son nom à la langue courante. S'inspirant de la pièce de Plaute, l'Amphitryon de Molière, 1622-1673, fit un tabac dans la France du roi Soleil. Grâce à un célèbre vers, le véritable Amphitryon est l'Amphitryon où l'on dîne. Le mot Amphitryon désigne depuis celui chez qui ou aux frais de qui on dîne. En 1929, un autre dramaturge français, Jean Giraudoux, 1882-1944, signa Amphitryon 38. Le titre fait allusion au nombre d'adaptations de l'œuvre de Plaute réalisées jusqu'alors, preuve que la popularité de cette comédie n'a jamais fléchi au fil des siècles. Le héros comme symbole moral. Hercule est l'un des personnages de prédilection des peintres, tant son caractère excessif offre de possibilités sur le plan pictural. À l'époque baroque, le Tintoret, 1518-1594, se pencha sur la création de la Voie lactée. Le maître italien saisit le moment où Héra se réveille en sursaut alors que le petit Hercule, soutenu par Zeus, s'agrippe fermement à son sein. Chez le flamand Pierre-Paul Rubens, 1577-1640, la déesse présente en revanche un air plus maternel, ignorant sans doute l'identité de l'enfant, pendant que Zeus, relégué au second plan, observe la scène. À partir de la Renaissance, les artistes furent séduits par un autre sujet, celui d'Hercule à la croisée des chemins. Le modèle iconographique est presque toujours le même. Le jeune demi-dieu, parfois muni de ses attributs tels que la massue et la peau du lion, apparaît flanqué de deux femmes, allégorie de la vertu et du vice ou de la volupté. C'est ainsi que l'italien Girolamo di Benvenuto, 1470-1524, et l'allemand Lucas Cranach l'Ancien, 1472-1553, représentèrent cette scène au tournant du XVe et du XVIe siècle. Hannibal Karash peignit quant à lui l'un des tableaux les plus emblématiques consacrés à ce thème. D'un style classique, celui-ci montre un Hercule absorbé par ses pensées, ne prêtant aucune attention aux deux femmes qui tentent de le charmer. Chez Véronèse, 1528-1588, en revanche, le héros exprime clairement son choix en se jetant dans les bras de la vertu pour échapper aux griffes du vice. Le fait qu'Hercule soit habillé comme au temps du maître italien n'est qu'une façon d'accentuer le caractère allégorique de ce sujet et son universalité. L'attrait pour la gloire. Comme les artistes plasticiens, les compositeurs qui se sont inspirés des faits et gestes du jeune héros se sont surtout intéressés au choix d'Hercule entre le vice et la vertu. Tel est le cas de deux des plus grands compositeurs baroques, Jean-Sébastien Bach, 1685-1750, et Georg Friedrich Händel, 1685-1759. Le premier aborda ce thème dans une cantate intitulée Hercule à la croisée des chemins, BWV 213. Le héros doit décider de ce qu'il veut faire de sa vie et ne sait vers où se diriger. Goûte la passion de ton sein avide et ne connais aucune mesure, lui chante le vice dans une aria portée par une envoûtante mélodie. À travers moi, ta splendeur et ta gloire seront exaltées jusqu'à la perfection, lui oppose la vertu dans une autre aria qui se distingue par un contrepoint rigoureux, symbole de droiture et de sagesse. Händel, lui, mit à profit son expérience de compositeur d'opéra dans le choix d'Hercule, oratorio profane présenté à Londres en 1751.
Les arias sont un trésor d'inventivité, notamment celle du plaisir, qui exprime toute une gamme de sentiments, de la mélancolie au plus pur hédonisme. Ces airs enjôleurs contrastent avec les interventions de la vertu, tantôt martiale, tantôt d'un lyrisme plus intimiste. Face au dilemme qui s'impose à lui, Hercule hésite, ignore s'il sera capable de résister à la tentation. La vertu finit toutefois par l'emporter en lui faisant entrevoir la gloire qui l'attend. La vertu te logera dans cette demeure bénie, couronnée d'une jeunesse immortelle, Dieu parmi les dieux, proclame le chœur final. Dans l'opéra Alcide al Bivio, le poète et librettiste Pietro Metastasio, 1698-1782, véhicule l'idée que la volupté n'est pas forcément l'ennemi de la raison. Parmi les compositeurs ayant mis ce texte en musique figure l'allemand Johann Adolf Hasse, 1699-1783, l'italien Vincenzo Rigini, 1756-1812, et l'ukrainien Dmitri Botiansky, 1751-1825. Dans le domaine de la musique d'orchestre, citons le poème symphonique La jeunesse d'Hercule de Camille Saint-Saëns, 1835-1921. Contrairement à ce que se suggère son titre, cette œuvre porte elle aussi sur l'épisode de la croisée des chemins. Le fils de Zeus est ici symbolisé par deux thèmes musicaux, l'un noble, l'autre plus exalté. La partie centrale est dominée par une musique de plus en plus frénétique qui débouche sur une véritable bacchanale où nymphes et bacchantes tentent de séduire le jeune homme. Celui-ci se refuse à elle et ce rejet, qui se manifeste par une mélodie solennelle et austère, met fin au sortilège. Réapparaissent alors les deux thèmes définissant Hercule qui mène l'œuvre à son dénouement triomphal. Le héros choisit la vertu et reçoit en récompense l'immortalité.